présentation donc, de 4 derniers projets sur la thématique combiner les leviers. Et donc on va commencer avec le projet Agro-Nicolec qui sera présenté donc, par Damien Penguilly et Jean-Michel Collet qui sera là donc, en présentiel de la CTIFL KT. Donc bonjour, Jean-Michel Collet du CTIFL, détaché sur la station du KT. Donc, donc Damien Penguilly est le porteur. J'ai participé abondamment à la réalisation de ce projet, donc c'est à ce titre-là que je fais cette présentation. Donc, alors Agro-Nicolec, comment par là, non? Peut-être que j'ai ouvert trop de fenêtres. Parfait. Donc, Agro-Nicolec concerne en premier lieu les cultures de salade qui, après 2018, se sont vues privées d'un néonicotinoïde en particulier qui était utilisé en traitement de semences et qui permettait, au moins un allègement considérable de la protection chimique contre les pucerons. Alors, bon, on est en laitue, en salade en général, les producteurs sont restés longtemps sur des schémas où la lutte chimique n'était pas limitante, et l'utilisation d'auxiliaires a été une piste très peu explorée jusqu'à maintenant. L'idée de base, c'était d'essayer d'explorer une piste ancienne. Donc cette piste auxiliaire, elle avait été abondamment travaillée, notamment plus spécialement dans les années 1998 à 2003 sur l'artichaut, où on avait mis en évidence à cette occasion-là, et où on travaillait avec des groupes de producteurs, pas seulement en station, que l'artichaut était largement colonisé par un cortège d'auxiliaires, à peu près toujours le même, qui garantissait une très bonne protection de l'artichaut pendant toute la période estivale. Donc on se demandait si, comme l'artichaut est une des cultures dominantes en plein champ en Bretagne, mais ça vaut également pour le sud-est de la France, si des salades laitues ou chicorées plantées à proximité de parcelles d'artichaut, c'est tout à fait possible dans les assolements ou entre voisins, et pourrait être mieux prémunis contre les pucerons grâce à une fourniture d'auxiliaires. Donc du coup, bon, bah, les objectifs de ce projet sont clairement l'étude de transfert d'auxiliaires de l'artichaut vers la salade, quand les cultures en question sont l'une à côté de l'autre. Et alors, l'objectif final serait été de pouvoir reconcevoir les assolements en fonction des résultats obtenus. Donc vous voyez sur la droite par exemple un calendrier de présence de différents auxiliaires. Donc là, inutile de le lire, de chercher à le lire en détail, c'est tout petit, mais qui montre que bon, alors ce cortège d'auxiliaires qui a été mis en évidence sur artichaut, on le retrouve également sur chou-fleur par exemple. Et avec le chou-fleur et l'artichaut, vous avez plus des trois quarts des cultures légumières de plein champ en Nord-Bretagne. Donc on a testé ce volet auxiliaire, mais il restait quand même la période printemps où les auxiliaires sont habituellement très peu actifs et où il fallait trouver d'autres méthodes alternatives. Donc on s'est intéressé aux filets anti-insectes, appelés quelquefois à l'anglaise insect-proof, pour bon, voir déjà si parmi les différentes qualités de filets proposés, certains pourraient être plus ou moins efficaces. Alors les résultats n'ont pas toujours été très heureux. Vous voyez sur l'histogramme en haut à gauche, par exemple, présente un des premiers résultats obtenus au KT, où bah, tout presque est dans le rouge, ce qui veut dire qu'aucun des filets n'a garanti l'absence de pucerons. Bon, c'est un peu vexant,
Mais il y a plusieurs problèmes méthodologiques qui ont conduit sans doute à ce résultat-là, notamment le fait qu'on travaille en petite largeur et où des entrées de pucerons sur les côtés du filet étaient tout à fait possibles. Pour les autres expérimentations, celles de Terre d'essai et celles du KT de l'année suivante ont été faites en enterrant les filets sur les côtés pour être sûr d'avoir quelque chose d'hermétique. Malgré tout, on n'a pas obtenu 100% de succès, ce qui sous-entend qu'il y a sans doute d'autres explications à ces manques de succès, notamment n'y avait-il pas déjà quelques pucerons dans les salades avant la pose du filet? Donc on peut toujours, bon, bien sûr, on a fait des observations de plantes avant la plantation, mais on n'a pas pu observer toutes les plantes plantées. On a pu observer que des échantillons. Alors un autre résultat troublant là-dedans, c'est que certains défilés qui peuvent donner d'excellents résultats une année sur un site donnaient de beaucoup moins bons résultats une autre année sur un autre site, ou même sur le même site. Donc ce qui nous ramène à ce problème, c'est qu'on n'avait pas la garantie d'avoir 0 puceron à la plantation. Alors si on revient aux sujets auxiliaires, c'est-à-dire en gros, à partir de juin, sur beaucoup de cultures, il est coutumier d'observer les auxiliaires quand on ne traite pas les cultures en question. Donc sur salade, on avait quasiment pas de référence chiffrée sur les auxiliaires qu'on pouvait y trouver. Donc là, sur la durée du projet et sur toutes les salades qui ont été examinées, on a recensé les auxiliaires qu'on y trouvait. Alors le principe du projet était de toute façon de faire 0 traitement chimique et d'essayer soit de ne pas intervenir, autre que par le choix variétal, soit de poser des filets. Donc à partir de là, on pense, une image pas trop biaisée du cortège d'auxiliaires qu'on peut trouver. Donc on va trouver beaucoup alors ce que j'ai appelé momies sur le grand quartier en bas à droite. Alors il faut comprendre momies dues à des micro-hyménoptères. Donc il y a des identifications qui ont été faites par l'IGEP où on retrouve notamment Aphidius cervi. Bon, des micro-hyménoptères adultes, on en voit aussi. On notera une présence relativement importante des anthocorides, Anthocoris et Aureus, ainsi que de larves de cirf. On voit aussi qu'on a quand même dans 15% des cas des entomophthorales. Alors les entomophthorales, on n'est pas allé plus loin sur les entomophthorales au sein de ce projet, mais bon, on a en projet, si j'ose dire, de pouvoir présenter un jour un projet essentiellement sur les entomophthorales. Alors la grande question, est-ce qu'on observe réellement des passages d'auxiliaires de l'artichaut vers les salades? Bon, comme vous vous en doutez, c'est pas évident d'aller observer chaque petite bête pour attester de ses déplacements. Donc pour contourner ce problème, il fallait de l'artichaut, il fallait qu'on puisse planter des salades près des artichauts, ce qui n'est pas insurmontable. Il fallait également qu'on puisse planter des parcelles équivalentes de salades loin des artichauts, mais aussi loin de nos bordures de parcelles, style talus, bords enherbés et choses comme ça, qui auraient pu également fausser les résultats. Bon, le KT, la station du KT, c'est 16 hectares en tout, donc dont 12 hectares de terre labourable. Donc il y a quand même beaucoup. Il faut faire attention où on place des parcelles témoins si on veut pas avoir de déconvenues. Un autre problème de ce genre-là, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a planté une parcelle près d'un artichaut et une parcelle loin, ben,
on n'a pas la possibilité de faire beaucoup de répétitions au sens statistique du terme. Et là, pour contourner ce problème-là, on a dû jouer sur les 2 sites et sur 2 à 3 périodes de plantation. Donc en multipliant les couples, on espérait mettre en évidence des différences. Donc sur ces 2 histogrammes, vous avez à chaque fois à gauche ce qui se passe quand on est près des artichauts et à droite ce qui se passe quand on est loin des artichauts. Donc les parcelles vont par couple. Alors sur certaines parcelles, c'est très tranché, avec notamment davantage dans l'exemple qui est cité sur cette diapo, davantage de microhyménoptères et davantage d'anthocorides. Alors par contre, sur l'histogramme de droite, on voit la répartition des attaques de pucerons sur les laitues. Et là, par contre, les différences ne sautent pas aux yeux. Autrement dit, il y a bien des auxiliaires qui passent de l'artichaut aux salades, mais on n'en voit pas les bénéfices. Alors une des explications probables est que on a affaire à de l'artichaut qui est en place, disons, entre 6 et 18 mois, quelquefois jusqu'à 26 mois. Et puis les salades, surtout en salade d'été, on est sur 6 semaines, 7 semaines de cycle. Alors, est-ce que, sachant que les pucerons ne sont pas forcément là dès le premier jour, est-ce que les auxiliaires ont réellement le temps de faire le travail qu'on attend d'eux? C'est pas certain non plus. Donc, du coup, lors du libellé du projet, il était annoncé l'intention d'utiliser cette donnée auxiliaire pour mettre en place des règles de décision pour agir ou ne pas agir. Donc là, on n'est pas en situation, on n'est pas en position de proposer de tels outils d'aide à des décisions. En fait, les auxiliaires, on s'aperçoit qu'ils migrent facilement vers les salades. Alors, je pense particulièrement aux punaises anthocorides qui ne sont pas des aphidiphages stricts. Ils ont juste besoin qu'il y ait un volume végétatif conséquent, et ça, on a du mal à l'obtenir avant la 3e semaine du cycle d'une salade d'été. Alors après, ceux qui vont faire des pucerons qui arrivent, c'est pas certain. D'autant plus que y a une donnée que j'ai pas évoquée du tout, c'est que il peut y avoir peu de pucerons sur les salades, mais donc la salade légumes à cycle court est souvent récoltée entière et à destination d'une clientèle très exigeante. Donc on frise le 0 défaut au niveau des exigences des salades, alors que sur l'artichaut, où on ne commercialise qu'une partie de la plante, le reste de la plante non commercialisée peut très bien avoir divers petits défauts à un niveau acceptable. Bon, si on revient sur l'idée des filets anti-insectes, bon, c'est une idée qui n'a pas été abandonnée, il faut la travailler davantage. Bon, je pense en particulier à cette garantie 0 puceron à la pose du filet qui n'était pas forcément respectée dans ce projet et qui a pu être travaillé dans d'autres. Notamment dans le projet Eclipse. Bon, le projet Eclipse, il a eu lieu entre 2020 et 2022. Ça concernait les pucerons des salades et du melon. Et ça comprenait un volet plante de service, mais aussi des filets anti-insectes. Donc là, on était plus clairement dans une combinaison de leviers. Et lors de la dernière année, 2022, on a travaillé aussi avec des produits de biocontrôle avant la pose du filet pour assurer au mieux la désinfection, si j'ose dire, de notre matériel végétal, avec cette fois-ci de bons résultats.
Alors le projet efficace, je ne vais pas en parler trop parce qu'il est en train de commencer, ou il va bientôt commencer. Et là, Sébastien Picot, ici présent, sera mieux placé que moi, plus légitime que moi pour en parler. Mais là, bon, il va concerner aussi, au moins en partie, les auxiliaires, via notamment les plantes de service. Bon, puis il y a quand même eu des résultats intéressants en termes d'auxiliaires dans ce projet AgroNicollègue qui auront une utilité pour la dernière année les dernières années, puisque bon, ça concernait aussi 2021 et 2022, du projet Braise et collègues, qui est un projet défi XP qui se terminera en 2023. Bon, si je reviens à la première ligne, c'est vrai que considérer une culture de rente, l'artichaut, à la fois comme une culture de rente et comme une plante de service, c'est peut-être assez délicat, d'autant plus que ce qu'on aura du mal à maîtriser, dans tous les cas, c'est les stades respectifs de l'artichaut et de la laitue quand ils seront mis en présence. Votre artichaut, il est planté au mois d'avril, quelquefois le mois de mars. Et si vous plantez votre laitue au mois de juin, votre artichaut il est à tel stade. Si vous plantez une laitue en août, il est à un stade tout à fait différent. Et en fonction de ce stade, vous n'avez pas la même composition en auxiliaire et encore moins le même intérêt, si j'ose dire, des auxiliaires à passer, à déménager. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Du coup, ce qu'on va faire pour cet après-midi, pour respecter le timing, c'est qu'en fait, on va entendre les 4 projets. Donc, si vous avez des questions, notez-les bien dans votre tête. Et pareil, sur le chat, vous pouvez directement les écrire. Et donc, on va passer tout de suite en fait, au projet Palpouf de Maria Marta Fernandez. Et ensuite, après les 4 projets, on aura la séquence de 20 minutes de questions. Parce que sinon, on va prendre trop de retard sur la journée. Bonjour, donc je suis Maria Marta Fernandez du CTIFL à Lanxade, en Dordogne. Et je vais vous présenter les résultats du projet Palpuf, qui s'est consacré à la recherche de stratégies de protection alternatives contre les pucerons du fraisier via les leviers biocontrôle et fertilisation. C'est un projet qui a été mené en collaboration entre le CTIFL, Imvenio et la société Copert France. Donc d'abord, quelques éléments de contexte. La production française de fraises, c'est 3300 hectares, 60 000 tonnes par an et 30 000 emplois. Au niveau des volumes produits, c'est pas grand-chose. Au niveau mondial, c'est 5% de la production mondiale. Mais sur le marché français, c'est une production qui est tout à fait appréciée des consommateurs. C'est une production qui est fortement soumise à une concurrence étrangère, notamment des pays du Sud, avec l'Espagne et le Maroc en particulier. Et cette concurrence étrangère va justement, en particulier, attaquer le début de la saison. Et donc, pour contrer un peu cette concurrence, la filière française s'est dotée d'un riche panel variétal, notamment avec des variétés précoces, comme la gariguette, qui est aujourd'hui la variété la plus connue et la plus appréciée des consommateurs français. Ceci a été permis aussi par un fort développement des cultures sous abri haut depuis quelques décennies. Donc, cultures sous abri chauffées sur substrat hors sol. Aujourd'hui, 27% des surfaces sont en culture hors sol. Elles représentent 50% des tonnages. Et ce type de production est en particulier fortement implanté dans le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Au niveau de la protection sanitaire, les cibles principales des traitements concernent les maladies fongiques, qui représentent aujourd'hui 60% des traitements. Mais les ravageurs ne sont pas de reste, notamment en culture hors sol, où on a 35% des interventions qui ciblent les ravageurs. La cible principale, c'est le puceron, ou plutôt les pucerons, puisque, comme on l'a déjà vu plus tôt ce matin, il n'y a pas moins de 12 espèces, voire même 13, puisque j'ai entendu tout à l'heure 13 espèces de pucerons qui peuvent sévir sur fraisier. Depuis ces dernières années, la production biologique intégrée a été très largement adoptée par la filière fraise, en France en tout cas. Ceci en réponse au plan éco-phyto, mais aussi au cahier des charges de la distribution. Cependant, le recours à des matières actives de synthèse reste nécessaire aujourd'hui.
Ces matières actives sont utilisées en dernier recours pour pouvoir stopper les pullulations des bioagresseurs quand elles surviennent. Et donc, dans le cas qui nous concerne, qui va donc concerner les pucerons, en 2018, donc au début du projet, nous avions 4 matières actives qui étaient autorisées sur le fraisier contre les pucerons. Le thiaclopride, donc une néonicotinoïde, la deltamétrine et la lambda-cyhalotrine qui sont incompatibles avec la PBI puisqu'elles tuent les auxiliaires, et le pyrimicarbe qui est toutefois assorti de restrictions d'usage et notamment une limitation à une seule application. Donc, sans thiaclopride, c'est la seule alternative chimique qu'il reste, ou du moins qu'il restait à ce moment-là, et ce qui plaçait les fraisiculteurs français dans une situation d'impasse technique. Concernant la protection biologique, donc elle est adoptée, elle est utilisée, c'est une méthode vertueuse, mais qui aujourd'hui est d'efficacité insuffisante sur les pucerons du fraisier. Le fraisiculteur en matière de lutte biologique dispose aujourd'hui de 2 types d'outils, soit l'utilisation d'espèces prédatrices, dont il existe de nombreuses espèces utilisables en théorie, mais un panel qui se réduit fortement dans la pratique en raison de difficultés d'installation, notamment dans les cultures sous abri chauffé ou les cultures précoces en particulier. Là, je vous mets l'exemple des observations qui ont pu être réalisées sur le réseau Défi XP Fraise de 2013 à 2018 et qui montrent que sur les situations où ces auxiliaires ont été testés, les sidomies et les cirfes n'ont pas réussi à s'installer du tout, alors que les chrysopes ont montré une certaine efficacité, 36% d'efficacité, mais dans 45% des cas, leur utilisation a été jugée d'efficacité insuffisante. L'autre type d'outils à disposition, eh bien, ce sont, comme Anne Le Rallec tout à l'heure en a largement parlé, ce sont les hyménoptères parasitoïdes, dont il existe une large gamme d'espèces qui sont commercialisées, mais qui sont difficiles d'utilisation. Alors pourquoi? D'une part, eh bien, parce que les parasitoïdes ont une certaine spécificité vis-à-vis des espèces de pucerons. D'autre part, parce qu'ils ne sont pas capables, on ne peut pas les utiliser, en tout cas, tant que les températures sont basses. Il leur faut des températures assez élevées pour pouvoir fonctionner. Et d'autre part, ils sont, comme ça a été largement débattu tout à l'heure, les pucerons ont réussi à mettre en place des mécanismes de protection vis-à-vis de ces parasitoïdes via ces bactéries symbiotiques qui les protègent donc du parasitisme par les pontes de ces pucerons. Et donc Estelle Postic de l'IGEP a beaucoup documenté cet aspect-là et a mis en évidence qu'il y a notamment deux espèces de bactéries symbiotiques qui sont très présentes aujourd'hui dans les pucerons qu'on peut rencontrer dans les fraiseries en production, quoi. Je vous ai mis aussi là sur la droite, un petit graphique que j'ai emprunté au réseau Défi XP Fraise, je me suis trompée, c'est pas Défi Ferme, qui montre qu'avec une situation où il y a eu 11 à 12 apports des hyménoptères Aphidus cervi et Aphelinus abdominalis, eh bien, ça n'a pas du tout réussi à contrôler les pucerons sur ce site de Savéole. Donc, face à cette situation, une piste de solution peut apparaître, c'est la fertilisation. Alors, pourquoi la fertilisation? Eh bien, parce que de nombreuses études montrent à quel point le métabolisme de la plante, et notamment la composition de la sève phloémienne, sont au cœur des interactions entre les pucerons et les plantes. Ceci va intervenir aussi bien au niveau de l'attractivité de la plante pour le puceron, du mécanisme de piqûre, des mécanismes de défense que la plante va pouvoir développer contre les pucerons, du régime alimentaire des pucerons qui va du coup influencer ces paramètres de développement, comme sa croissance, sa fécondité. Ça va pouvoir intervenir aussi sur le taux de parasitisme. Dans la littérature, les éléments de la sève phloémienne qui sont cités par rapport à cet aspect-là sont le pH, le potentiel redox, le métabolisme de l'azote, le métabolisme des sucres et aussi certains ions qui sont mis en avant comme le calcium, le potassium et également les équilibres entre ces ions, les rapports N sur K, le KCa, etc.
Des expériences préalables réalisées sur le TUI ont pu donner des résultats intéressants sur cet aspect. Il s'agit des projets FertiPro et FertiLeg, donc, qui ont été travaillés entre 2010 et 2012, et également des suites qui ont pu être données à ces projets. Notamment via un essai réalisé par le CTFL sur le pathosystème, donc avec un puceron Nasanovia ribisnigri sur les tues, où 3 niveaux d'azote et 4 équilibres K sur CA avaient été testés et qui avait montré de manière assez nette que les régimes de fertilisation à faible niveau d'azote ou avec un KCRA faible, de 0,3 à 0,7, ont été moins favorables à l'extension des populations de pucerons. Et ceci s'était accompagné de modifications de la composition en sucre des sucs pétiolaires. Donc c'est sur ces constats qu'ont été bâties les hypothèses du projet PALPUF. Alors le projet PALPUF s'est focalisé sur un modèle d'étude, la variété Garriguette, donc culture précoce sur substrat hors sol en abri chauffé, qui est le type de culture qui est vraiment le plus problématique par rapport aux pucerons en raison de la difficulté de se contenter de la lutte biologique dans ces cas-là. Donc, il s'agissait de tester d'une part des stratégies de biocontrôle proposées par Coopert pour le cas spécifique de ce type de culture précoce. Donc, avec une proposition de l'utilisation de la Chrysoperla carnea sensu stricto en début de culture, tant que les températures sont encore fraîches. Puis l'intervention d'un cocktail de parasitoïdes une fois que les températures dépasseront les 18 degrés, avec un choix de parasitoïdes censé être assez adapté au type de puceron qu'on va pouvoir rencontrer. Il s'agissait également de tester l'efficacité d'une huile de paraffine qui était alors en cours de développement par la société Coopert, huile de paraffine qui avait la propriété de pouvoir être utilisée en cours de végétation par opposition aux huiles, aux huiles qu'on peut connaître en arboriculture notamment, qui sont applicables uniquement sur les stades hivernants des ravageurs. Et par ailleurs, il s'agissait de tenter d'évaluer si les résultats obtenus sur les tues se vérifiaient sur fraisier, à savoir que l'utilisation de régimes nutritifs allégés en azote et avec un cas sur CA en faveur de la disponibilité du calcium pouvait donc réduire ces populations de pucerons. L'idée étant, en imaginant dès le départ que l'un et l'autre de ces leviers ne suffirait pas à lui seul, l'idée était de croiser ensuite ces deux leviers pour tenter de proposer des stratégies alternatives au retrait du thiaclopride. Donc ceci a été travaillé au cours de 2 années, simplement, 2018 et 2019, à travers 3 essais. 2 premiers essais qui ont été menés en 2018 par le CTFL et qui ont travaillé de manière indépendante chacun des leviers, biocontrôle ou fertilisation, et un 3e essai donc, qui a été mené par Invenio en 2019 et qui a croisé les 2 leviers. Donc, je vais vous présenter les résultats de ce qu'on a obtenu. D'abord, ici, l'essai qui a concerné le levier fertilisation. Donc, c'est un essai mené par le CTFL. Donc, il a été mené sous une serre multichapelle chauffée, en conditions semi-contrôlées. La plantation a eu lieu fin janvier sur un substrat de tourbe écorce. Et 3 régimes de nutrition ont été testés en comparaison d'une solution nutritive de référence. Donc, ces 3 régimes de nutrition vont faire varier le niveau d'azote, d'une part, donc avec un apport d'azote moins important que la référence, vont faire varier le rapport K sur CA, donc avec un rapport K sur CA de l'ordre de 0,15 par rapport à un K sur CA plus classique de 0,9. Et où, pour la T4 que vous voyez là, il va s'agir de croiser les 2 aspects, donc moins d'azote et K sur CA faible. Dans cette expérience, pour être sûr d'avoir une pression puceron homogène sur toutes nos placettes d'expérimentation, nous avons privilégié une infestation artificielle en pucerons sous forme de rhodobium porosum qui ont été inoculés sur les plantes après une phase d'élevage. Dans le cas de cet essai, cette inoculation a été malheureusement assez tardive par rapport au cycle du fraisier qui était déjà bien avancé. Et la récolte des fraises est intervenue assez tôt. Donc on a eu ici une période courte d'observation entre le développement des premiers foyers et la fin de l'essai. Donc on sera ici dans une situation de pression puceron assez modérée. Alors, voici ce que ça nous a donné, des résultats tout à fait intéressants et encourageants
quand on les a eus à ce moment-là. Donc on a pu mettre en évidence tout à fait nettement que la modalité à moindre niveau d'azote, mais renforcée en calcium, a permis de contenir les populations de rhodobium à un niveau 2,5 fois moins élevé qu'avec la fertilisation de référence. Et autre point important, nous avons pu montrer que cette stratégie n'a eu aucune incidence sur le rendement et a même montré une action positive sur la qualité gustative des fraises, avec un rapport sucre-acidité tout à fait favorable et une qualité gustative qui a pu être décelée par un panel de dégustateurs. Ici, donc, le second essai, qui, lui, s'est consacré plutôt à l'étude de stratégies de biocontrôle, donc sous un même régime de fertilisation, donc on ne fait pas varier ici le régime de fertilisation. Cet essai a été mené également par le CTFL dans la même serre multichapelle, mais dans un compartiment totalement indépendant. Toujours une inoculation artificielle en puceron, toujours l'espèce Rhodobium porosum. Et ici, 2 stratégies de biocontrôle sont comparées à une référence thiaclopride. Donc, référence thiaclopride à un seul traitement. Une stratégie production biologique intégrée, donc PBI, qui va reposer sur l'utilisation de l'huile paraffinique, qui s'appelle DEV 1502, ici sous son nom de code. L'utilisation de lâcher de chrysope et de parasitoïdes et l'utilisation de pyrimore. La stratégie biocontrôle, elle, va être basée uniquement sur l'utilisation de cette huile paraffinique, l'huile DEV 1502. Alors ici, oui, déjà, il faut noter que donc, dans notre dispositif, on avait bien pris soin d'isoler chaque placette individuellement par de l'insecte pauvre, pour qu'il n'y ait pas de transfert, notamment d'auxiliaires à travers l'essai. Le déclenchement des premiers traitements a été réalisé à partir d'un niveau d'infestation élevé pour pouvoir apprécier les capacités de nettoyage des stratégies qui ont été testées. Ici, on a une expérience qui s'est finie un peu plus tard. La période de végétation de nos fraisiers a été plus longue, certainement à cause de températures dans la serre qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que dans l'autre compartiment. Et donc, on a ici une période de 3 mois d'observation entre le développement des premiers foyers et la fin de l'essai, et également une pression puceron plus importante que dans le premier essai dont je viens de vous parler. Alors, voici les résultats de ce second essai. Dans ces graphiques sont représentées les évolutions des classes d'infestation en pucerons. Donc, avec ce qui est figuré en rouge foncé, là, c'est la classe 3, donc avec un taux de plus de 50 pucerons par feuille. En rose très pâle, on a 10 à 20 pucerons par feuille, et en bleu, on a moins de 10 pucerons, voire pas du tout de pucerons sur les feuilles. On a pu montrer que l'huile paraffinique a une action directe, mais qui reste très fugace, ce qui nous a conduit à pouvoir la proposer sous forme d'une utilisation à une cadence de 7 jours entre applications. Dans ces conditions de forte pression, les apports d'auxiliaires qui avaient pourtant été apportés à une dose bien plus élevée que ce qui est recommandé habituellement par la firme, ces apports d'auxiliaires n'ont pas permis du tout de faire chuter les populations, et on a été obligé de mettre un pyrimore, c'est pour ça que ça devient une stratégie PBI et non pas uniquement biologique, pour inverser un peu la tendance. On a pu d'ailleurs constater que l'efficacité du pyrimore, elle n'est pas aussi longue que celle du thiaclopride. La référence thiaclopride, par contre, nous a montré une efficacité totale, un excellent nettoyage de culture très rapide, avec une rémanence de plus d'1 mois. Et maintenant, donc, le troisième essai, qui a eu lieu l'année suivante et qui s'est appuyé sur les résultats de ces 2 essais précédents. Donc, il est mené par Imvenio. On est ici en serre vert chauffé. On est dans des conditions réelles de production. On est sur une culture un peu plus précoce, puisqu'elle est plantée ici en décembre. Et la grande différence, c'est qu'on est là sur des populations naturelles de pucerons. On n'a pas d'inoculation. 2 régimes de nutrition vont être croisés avec 3 stratégies de protection. Alors, les régimes de nutrition vont être soit un régime de nutrition classique fraisiculteur, soit un régime de nutrition donc du coup allégé en azote et avec un K/CA de l'ordre de ce qu'on avait dans le premier essai. Les 3 stratégies de protection sont une stratégie chimique qui est la référence, qui était basée sur le Movento puisqu'on ne pouvait plus utiliser le thiaclopride.
et le Movento était autorisé en dérogation cette année-là. Une autre stratégie qui est une stratégie PBI, qui est donc reposée sur l'utilisation de l'huile paraffinique, de la Chrysoperla carnea et du périmor. Et enfin, une stratégie biocontrôle pure, donc basée uniquement sur la chrysope et l'huile paraffinique. Le suivi est réalisé ici sur les 2 jets de production, hein, donc puisqu'il y a sur la variété gariguette en culture hors sol, on arrive à faire deux périodes de production qui se suivent. Et on a ici donc plus de 6 mois entre le développement des premiers foyers et la fin de l'essai, donc une période d'observation plus longue et qui nous conduira également à une pression puceron beaucoup plus importante. Dans cet essai, on observera donc donc sans inoculation de pucerons, hein, sans avoir provoqué la présence des pucerons, on observera une succession naturelle de 6 espèces de pucerons, dont 3 espèces majoritaires. D'abord l'Assyrtonsiphon malvae qui va être présent sur le premier jet de production, puis le Rhodobium porosum et le Chaetosiphon fragaefoli qui vont le rejoindre sur le 2e jet de production. Alors, je vous mets ce graphique que on ne va pas décrypter ici ensemble, je vous donnerai les résultats juste après, mais c'est juste pour vous montrer que là, donc, vous avez 2 vagues d'évolution de pourcentage de plants avec pucerons, une première vague sur le premier jet, une deuxième vague sur le 2e jet, avec un effeuillage entre les 2 jets. C'est aussi pour vous montrer que dans ce cas, on atteindra facilement des taux de 100% de plants occupés par les pucerons, plus lentement dans le premier jet, hein, puisque les températures sont encore fraîches, mais de manière plus rapide sur le 2e jet, où là, on a des températures plus élevées dans la serre. Alors maintenant, je rentre un peu dans le détail des résultats. L'application d'un Movento dans la référence chimique, où 3 pulvérisations de l'huile paraffinique n'ont eu ici aucune efficacité. On a atteint dans tous les cas le taux de 100% de plants colonisés par les pucerons en 2 mois. Une intervention au périmor sera nécessaire pour casser ces pullulations de pucerons sur toutes les modalités, mais elle n'empêchera pas leur remontée spectaculaire en moins d'1 mois sur le second jet. Enfin, l'efficacité des chrysopes, elle n'a pas pu être ici appréciée en raison tout simplement d'un défaut dans le dispositif d'expérimentation. Donc on ne peut rien dire dessus. Par contre, ce qu'on a clairement mis en évidence, c'est que dans cet essai, les modalités basées sur une fertilisation appauvrie en azote et renforcée en calcium sont ici malheureusement celles qui ont vu se développer le plus facilement les pucerons. Et donc on n'a pas du tout retrouvé ici les bons résultats qu'on avait eus en première année, qui avaient été établis, rappelons-le, sur une pression de pucerons modérée et sur la seule espèce Rhodobium porosum. Donc ici, on n'a pas du tout la même chose et c'est donc beaucoup plus décevant que ce qu'on espérait. En conclusion, à l'issue de ce travail, eh bien, aucune stratégie de protection alternative au thiaclopride n'a pu être proposée aux fraisiculteurs, donc pas de transfert possible. Quelques points quand même méritent d'être notés parce qu'ils peuvent avoir des implications pratiques. Donc d'une part, c'est que ce régime nutritif allégé en azote et avec un K sur CA de 0,15 ne déprécie pas le rendement de la variété gariguette et est même favorable à la qualité gustative des fruits. Donc ça a pu être mis en application aussitôt, notamment à travers le réseau Défi Ferme Fraises. D'autre part, le spirotétramate n'a pas montré d'efficacité sur l'espèce Assyrtosiphon malvae, au contraire du pyrimicarbe, qui lui s'est montré efficace même sur des pressions élevées de ce puceron, mais qui par contre a été d'efficacité insuffisante sur l'espèce Rhodobium porosum. L'efficacité de l'huile paraffinique qu'on avait constatée sur Rhodobium porosum en première année ne s'est pas confirmée sur Assyrtosiphon malvae. Mais là, il est difficile de dire si ce sont les espèces de pucerons différentes qui sont en cause ou si ça tient plutôt à des conditions d'application qui restent à affiner concernant cette huile paraffinique. Et enfin, les biocontrôles Flipper, donc, qui est un savon-potassique, et les radicotes, qui est de la maltodextrine, ne se sont pas du tout montrés efficaces sur de fortes infestations de pucerons. Donc autant le savoir pour ne pas s'en servir inutilement. Ce qu'on peut dire avant d'aborder les questions de recherche, c'est qu'à l'issue de ce travail, qui n'a pas été fructueux, les essais se sont poursuivis sur ce thème, hein, notamment le thème de la fertilisation pour essayer de trouver des solutions aux pucerons sur fraisier. Donc avec 2 années d'essais supplémentaires qui ont été menés sur jusqu'à 6 variétés de fraises, sur divers substrats également, toujours en hors-sol, et qui n'ont pas eu de meilleurs résultats. Donc on n'a pas du tout confirmé l'intérêt de ce levier fertilisation aujourd'hui.
Au niveau des questions de recherche, donc, comme on l'a vu, ou je ne sais pas si vous l'avez compris, mais en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de vous exprimer, c'est que la lutte contre les pucerons sur fraisier, elle est quand même rendue très difficile par le fait qu'il y a énormément d'espèces qui sont présentes et qu'en plus, chacune de ces espèces n'est pas forcément sensible à toutes les matières actives et n'est pas non plus sensible à tous les parasitoïdes. Donc, à mon sens, il faut vraiment avancer sur la connaissance de cette sensibilité de chacune des espèces de pucerons à ces deux leviers possibles, hein, matière active, espèces parasitoïdes et voire biocontrôle, hein, bien sûr. Hein. Il faut aussi, je pense, pouvoir préciser les facteurs d'efficacité des solutions de biocontrôle, hein, notamment les conditions d'application, mais aussi la façon d'introduire les auxiliaires pour garantir leur installation, et vérifier l'adéquation de ces solutions de biocontrôle avec les conditions de chacun des créneaux de production possibles sur la fraise. Puisqu'on a des créneaux précoces, mais on a aussi des créneaux plus tardifs et avec des productions en plein champ, etc. Ceci plaide en faveur de multiplier les essais dans une diversité de situations, que ce soit au niveau variétal, époque de culture, zone climatique, diversité de pucerons, etc. bien sûr. Donc c'est quelque chose aussi d'ailleurs qui est, je pense, très en lien avec ce que le travail qui est déjà réalisé par l'IGEP de Nantes et que donc nous a présenté ce matin Anne-Laura Lec. Sur l'impact de la fertilisation, on peut faire un reproche à ce projet, en tout cas nous l'avons mené, mais bon, nous n'avions pas trop le choix parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire. Le reproche qui peut être fait, c'est de n'avoir pas été jusqu'à aller chercher le lien entre nos pressions pucerons et la composition de la sève foulémienne, d'autres indicateurs du métabolisme, qui pourtant étaient l'hypothèse de départ. Donc ça aurait été bien de le faire et ça sera bien de le refaire à l'avenir en ajoutant ces indicateurs. Bon, qui certes ne nous auraient certainement pas empêché d'avoir des populations de pucerons, mais qui au moins auraient pu nous donner quelques éléments de compréhension pour comprendre en fait le mécanisme d'infestation par les pucerons et peut-être déboucher sur des idées pour l'avenir de moyens d'utiliser ces facteurs qu'on aurait pu mettre en évidence. Et enfin, bon, il faut dire que c'est pas parce que ce projet n'a pas été un succès, hein, il faut le dire, qu'il ne faut pas continuer à explorer quand même le levier fertilisation sur d'autres pathosystèmes, hein, d'autres espèces de fraisiers, mais aussi d'autres cultures, puisque la littérature qui est abondante sur le sujet hein, nous montre bien que le levier fertilisation peut fonctionner dans un sens comme dans le sens contraire, selon le pathosystème qui est étudié. Donc, on n'est pas à l'abri de trouver une culture sur laquelle le levier fertilisation va fonctionner. Et j'en ai fini, je vous remercie. Merci Maria Martha. Du coup, on va continuer. Merci. Donc du coup, on va continuer avec le projet Réguleg avec Sébastien Picot. Bon, bonjour à tous. Je vais vous présenter maintenant le projet Réguleg qui a été porté par le CTIFL et qui a fait intervenir des partenaires des chambres d'agriculture, donc chambres d'agriculture de Loire-et-Cher, de Vendée, de la Vienne et de Lot-et-Garonne, ainsi que la Fredon Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est un projet qui concerne les problématiques de thrips et de pucerons en culture légumière. Et on a travaillé sur des cultures sous abri froid, aubergines, fraises et également en culture de laitue de plein champ. Et dans ces cultures-là, les thrips et les pucerons entraînent des dégâts économiques importants à travers un affaiblissement des plantes. Ça peut aussi déformer les feuilles et les fruits dans le cas de cultures comme l'aubergine ou la laitue. On peut avoir des problèmes aussi d'avortement de bourgeons floraux et de transmission de virus, comme on l'a évoqué ce matin, en culture d'aubergine ou de fraises. Et puis, on peut avoir des problèmes aussi au niveau de la commercialisation à cause de problèmes de fumagine et de développement de champignons saprophytes qui augmentent les coûts de nettoyage et qui, derrière, entraînent une diminution de la valeur du produit et moins de récolte. Et puis en culture de laitue qui sont commercialisées en circuit long, on va avoir des problèmes de déclassement commercial parce que la présence de quelques pucerons dans la pomme suffit pour retirer le lot de la vente, notamment dans le cas de laitue 4e gamme. La protection des cultures contre les thrips et les pucerons est relativement difficile, notamment suite au retrait des néonicotinoïdes qui constituaient la base de la protection jusqu'en 2018. Il y a de moins en moins de produits homologués. On a des produits qui perdent de leur efficacité à cause de problèmes de résistance parfois. Les producteurs disposent de moyens de biocontrôle, mais c'est derrière souvent des passages répétés avec des contraintes d'application aussi qui peuvent peser au niveau organisationnel.
Et les producteurs peuvent mettre en place des stratégies de lutte biologique avec des lâchers de prédateurs ou de parasitoïdes, mais on l'a vu ce matin avec le projet Afidinov notamment, ce n'est pas toujours efficace à cause des problèmes d'acclimatation ou des problèmes de spécificité d'hôtes, et ça peut coûter cher. Donc dans ce projet-là, on a voulu travailler une piste de protection qui en fait repose sur l'élaboration d'une stratégie qui utilise des plantes de service. Donc l'objectif, c'est de créer un agrosystème favorable au processus de régulation naturelle. Et les stratégies de lutte biologique par conservation qu'on a travaillées mobilisent en fait deux types de plantes de service particulières que sont les plantes ressources, en d'autres termes les bandes fleuries par exemple, et les plantes banques. Donc vous avez ici des photos qui illustrent des dégâts de pucerons sur aubergines et sur laitue. Je ne sais pas si on voit trop bien à l'écran, mais l'aubergine ici est vraiment en très mauvais état, ce qui montre que si on n'intervient pas, en fait, on peut vraiment aller vers une perte totale de récolte. Et vous avez en haut à droite des dégâts de thrips sur fraises, et vous voyez que le fruit est très sérieusement abîmé et impropre à la consommation. Donc l'objectif du projet Réguleg, c'était de réguler les populations de pucerons à travers des leviers basés sur l'utilisation de plantes ressources et de plantes banques. Et on a voulu tester une hypothèse que vous voyez s'afficher à l'écran. L'hypothèse qu'on a fait, c'est que dans un système de culture classique de référence, on a d'abord une augmentation des populations de pucerons. Alors ici, j'ai pris l'exemple de l'aubergine, mais c'est la même chose pour la laitue ou la fraise. Donc on a d'abord une augmentation des populations de pucerons sur l'aubergine. Et peu de temps après, on voit apparaître les populations de prédateurs qui vont se nourrir de ces pucerons-là. Et donc, les populations de prédateurs vont se mettre à augmenter elles-mêmes à leur tour. Et sous l'action des prédateurs, les populations de pucerons vont entrer en phase de décroissance. Et parce que les pucerons disparaissent, il n'y a plus de ressources et les prédateurs se mettent à disparaître eux aussi. Donc ça, c'est une loi proie-prédateur complètement classique. Et c'est ça qu'on trouve dans un système habituel. Donc vous me direz, ben, on peut en rester là, ça marche très bien. C'est ce que beaucoup de producteurs bio notamment me disent. Sauf que le problème, c'est que les populations de pucerons, elles ont dépassé un seuil de nuisibilité économique, ce qui fait qu'au niveau de la production, on ne s'y retrouve plus. Donc notre objectif, il est d'éviter de rentrer dans la phase rouge, c'est-à-dire de dépasser ce seuil de nuisibilité économique. Donc c'est ce qu'on voudrait faire dans un système de culture dit alternatif, où vous voyez que la courbe des pucerons qui se développe sur l'aubergine est tassée par rapport au système de culture de référence. On n'a pas éradiqué les populations de pucerons, on a juste empêché qu'elles ne se développent au-delà de ce fameux seuil de nuisibilité économique. Et pour cela, on voudrait que les populations de prédateurs se mettent à entrer en phase de croissance avant que les populations de pucerons ne le fassent. C'est-à-dire faire quelque chose qui est à l'inverse de ce qui se fait naturellement. Donc, pour inverser en fait la dynamique de ces deux courbes, on a introduit dans le système une troisième composante qui est en fait une population de pucerons inoffensifs pour la culture, mais qui va se développer sur des plantes banques et qui va se développer très précocement par rapport à l'arrivée des pucerons sur la plante cultivée. Donc la croissance de ces populations de pucerons sur les plantes banques va entraîner derrière une croissance exponentielle des populations de prédateurs qui seront prêtes à agir au moment où les premiers pucerons sur l'aubergine arrivent. Donc notre objectif dans le projet, il n'est pas d'avoir une quantité de prédateurs très importante, mais il est d'avoir les prédateurs présents dans nos systèmes de culture le plus tôt possible. Donc on a un objectif de précocité plutôt que de quantité. Souvent les producteurs me disent « j'ai eu des milliers de coccinelles dans mon système de culture et donc je suis très content, la régulation s'est très bien passée ». Je leur dis non, parce que en fait, des milliers de coccinelles, ça veut dire des millions de pucerons. Donc finalement, notre indicateur, ce n'est pas un nombre de coccinelles, ou alors si c'est ça, il faudrait qu'on ait 0 coccinelle, parce que 0 coccinelle, ça veut dire 0 puceron, donc on a réussi. Donc nous, notre objectif, ce n'est pas du tout une quantité de prédateurs, c'est vraiment une précocité. Donc pour ça, on a mis en place la stratégie que vous voyez s'afficher à l'écran. Dès le mois de janvier-février, on a mis en place, donc là c'est un exemple en culture d'aubergine, mais c'est la même chose pour les fraises ou la laitue, on a testé la même stratégie dans les 3 systèmes de production. On a mis en place dès le mois de janvier-février des plantes banques, des plantes ressources.
Donc les plantes banques, les plantes ressources, en fait, ce sont des plantes qui vont fleurir et qui vont apporter le pollen, le nectar aux insectes prédateurs qui s'en servent en fait pour fabriquer des œufs. Et pour que les œufs soient pondus dans la culture, on a associé à ces plantes ressources des plantes banques, parce que les plantes banques, qui sont des plantes qui hébergent des pucerons, vont favoriser les pontes. Les cirques ou les coccinelles, par exemple, ne vont pondre que s'il y a la présence de proies pour les larves qui vont sortir des œufs. Donc on donne de la nourriture pour les adultes avec les plantes ressources et pour les larves avec les plantes banques. On met un voile de forçage pour hâter la croissance de ces plantes, pour créer aussi un microclimat favorable à l'arrivée de pucerons sur les plantes banques qui vont servir de proies de substitution. Et on espère avoir ces proies de substitution au mois de février. Début mars, on espère avoir les prédateurs sur nos plantes banques qui viennent pondre dans les foyers de pucerons qui servent de proies de substitution. Et en cas d'absence de prédateurs indigènes qui sont arrivés naturellement, on s'est autorisé à faire, dans certains cas, des lâchers. Et puis, à peu près mi-avril, on a planté ici nos cultures d'aubergines. Alors, pour le cas des fraises, c'était plus tôt la plantation. Pour le cas des laitues, c'était un peu plus tard, c'était plutôt début mai. Au niveau du dispositif expérimental, on avait 2 tunnels aménagés et on avait 2 tunnels témoins. Et on a comparé ce qui s'est passé en termes de dynamique de population de pucerons et de prédateurs à la fois sur les plantes banques et sur les plantes cultivées, entre les tunnels aménagés et les tunnels témoins. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du dispositif expérimental et dans le détail du protocole, puisque le temps est très limité. Je vais passer directement aux résultats. Avant ça, vous avez ici des photos qui illustrent à quoi ressemblaient les stratégies mises en œuvre. Donc à gauche, vous avez des fraises hors sol sur gouttières. Et sous les gouttières, vous voyez une ligne verte qui est en fait du seigle. Donc c'est la plante qui servait de plante banque dans ce système-là. Au milieu, vous avez une photo d'un tunnel d'aubergine avec une planche centrale qui représente à peu près 20% de l'espace de production, où vous avez les plantes banques et les plantes ressources. Donc là, c'est une photo où vous aviez du blé et de la coriandre, par exemple. Et puis à droite, vous avez une culture de laitue de plein champ, où vous avez sur le bord de la parcelle, au fond, les plantes ressources. Ce sont les fleurs un peu colorées que vous voyez. Et les plantes banques ont été installées dans la culture sous forme de patch de 1 mètre carré. Et vous voyez un patch de blé, par exemple, au premier plan, et un patch de févrole au second plan. Donc les résultats qui concernent les cultures d'aubergines. En culture d'aubergine, on avait 2 périodes d'infestation. Une période d'infestation primaire, c'est-à-dire quasiment au moment de la plantation. Anne-Laure Allec nous a précisé ce matin que les pucerons arrivaient souvent avec les plants. Et puis vous avez une période d'infestation secondaire. Donc en gros, 2 périodes d'infestation. Et la période d'infestation secondaire, elle arrivait plutôt vers juin. Ce que l'on constate, c'est que on avait 12 situations testées au total, 12 parcelles suivies, si vous voulez. Et dans nos 12 parcelles, on a constaté des situations d'échec et des situations de succès. Donc, on évaluait l'échec ou le succès à travers un indice d'infestation que l'on calculait. La première chose que l'on voit, c'est qu'en fait, il y a des tunnels témoins où on a observé un échec. Et ça, à la limite, je dirais, c'est ce qu'on attendait. On s'attendait à avoir un échec dans le témoin puisqu'on n'avait pas mis en place la stratégie. Mais en fait, on observe qu'il y a des tunnels témoins, donc c'est ce qui est noté T en fait, ici sur l'écran. On a eu également des succès. Donc ça nous a interrogés. Alors, tous les cas de figure pendant la période d'infestation primaire où on a eu échec, c'est normal, c'était des cas de figure où les plantes de service étaient inopérantes puisqu'il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite croix. C'est normal qu'on ait eu un échec. Par contre, il y a des cas de figure où pendant la période d'infestation secondaire, on a eu du succès dans les parcelles témoins. Et en fait, ça s'explique par le fait que les plantes se servent de plantes banques pour elles-mêmes, en fait. L'aubergine constitue une plante de service pour elle-même. Parce qu'elle a été infestée pendant la période d'infestation primaire, alors elle a attiré des prédateurs qui ont pu réguler les pucerons au moment de la période d'infestation secondaire. Mais pendant la période d'infestation secondaire, on a quand même eu un témoin où on a observé un échec, alors même que les plantes de service étaient opérantes, puisque c'était l'aubergine ici qui jouait le rôle de plante de service pour elle-même. Et en fait, en analysant les données, on s'est rendu compte que ce seul cas d'échec, en fait, c'était la situation où on avait une
une teneur en nitrate dans le feuillage des plantes en excès, en très fort excès par rapport à une situation de fertilisation optimale. On a observé aussi pendant la période d'infestation primaire une tunnel témoin où on a eu du succès. Et là, les plantes de service étaient inopérantes puisqu'il n'y en avait pas et on n'était pas pendant la période d'infestation secondaire, donc l'aubergine ne jouait pas un rôle de plante banque pour elle-même. Et on a constaté que c'était une situation où la teneur en azote dans le feuillage des plantes était optimale. Donc, ce qui suggère qu'en fait, il y aurait un lien déjà entre teneur en nitrate dans le feuillage des plantes et développement des populations de pucerons, comme ça a été évoqué d'ailleurs dans le projet précédent. Par contre, quand on augmente un petit peu l'excès d'azote dans le feuillage des plantes, c'est le petit N+ en bas qui vient de s'afficher. Là, on tombe tout de suite dans l'échec. Donc il n'y a que quand on est en situation de fertilisation optimale qu'on est dans le succès, sinon on est dans l'échec. Pour ce qui concerne les parcelles aménagées ici en vert, on s'attendait à avoir uniquement des succès, puisque nous avions les plantes de service. Or, là encore, nous avons des situations où on observe un échec, des situations où on observe un succès. Les situations où on observe un échec, en fait, étaient des situations où nous avions les plantes de service dans les tunnels, mais elles pouvaient être considérées comme inopérantes, soit parce que les plantes ressources n'étaient pas entrées en floraison dans les temps impartis, soit parce que les plantes banques n'hébergeaient pas des pucerons, et donc elles ne pouvaient pas exercer pleinement leurs fonctions. On a eu des cas de figure où on a eu du succès, et les petits symboles qui viennent de s'afficher montrent que, en fait, dans tous ces cas de figure, les plantes de service étaient opérantes. Les plantes ressources étaient en fleurs au bon moment et les plantes banques hébergeaient bien des pucerons au bon moment. Il y a deux cas de figure en bas à droite où on a eu des parcelles aménagées en période d'infestation secondaire où on a observé malgré tout un échec alors que les plantes de service étaient opérantes. Et dans ces deux cas de figure-là, nous avions en fait des teneurs en nitrate dans le feuillage des plantes en très fort excès par rapport à une situation optimale. Alors que dans tous les autres cas, nous avions soit une situation d'excès léger, c'est le petit N+, soit des situations de teneur en nitrate optimale. Donc le bilan de tous ces travaux-là, en fait, suggère qu'il y a un lien entre l'efficacité de la régulation naturelle et la fertilisation azotée des cultures. Donc lorsque nous avons des plantes de service opérantes, c'est PSO dans ce tableau-là, on peut avoir un succès en situation de fertilisation azotée optimale ou alors en léger excès. Par contre, lorsqu'on est en situation de fertilisation très excessive, à ce moment-là, on a un échec. Quand on a des plantes de service inopérantes ou pas de plantes de service du tout, eh bien à ce moment-là, on peut espérer un succès que si la fertilisation azotée est vraiment très optimale. Et dès qu'on est en léger excès, là, on n'a aucune chance d'observer une régulation des populations de pucerons. Pour ce qui concerne la laitue, vous avez ici un graphique qui a été obtenu en 2018, mais c'était la même chose tous les ans. Là, je vous l'ai mis en exemple. Le graphique du haut, c'est la cinétique des populations de pucerons sur les laitues. Le graphique du milieu, c'est la cinétique des populations de prédateurs sur les laitues. Et le graphique du bas, c'est les momies dorées observées sur les laitues. Donc vous avez le numéro de semaine en bas et le nombre d'individus moyens par plante en ordonnée. La première chose que l'on constate, c'est que la première pullulation de pucerons sur les laitues, on n'a pas réussi à la contrôler. On a un pic qui est observé en semaine 21. Et en fait, ce pic de population n'a pas pu être contrôlé parce que sur les plantes banques qui étaient mises en place dans le système de culture, les pucerons et les prédateurs sont arrivés en même temps. Donc on n'a pas eu cet objectif de précocité qui a été atteint. Les pucerons sont arrivés sur les plantes banques en même temps qu'ils sont arrivés sur les laitues. Donc on a eu des plantes banques, si vous voulez, qui étaient opérantes parce qu'elles ont hébergé des pucerons et des prédateurs, mais beaucoup trop tard. Ce qu'on constate aussi sur ce graphique-là, c'est que pendant la période qui s'étale de la semaine 25 à la semaine 31, c'est-à-dire toute cette période ici, on est encore dans une période à risque, mais on constate qu'il n'y a aucun puceron sur les laitues.
Il n'y a aucun puceron sur les laitues et on observe malgré tout encore une dynamique de la part des populations de prédateurs. Ce qui suggère que pendant cette période-là, on a eu de la régulation. Alors on peut se dire, c'est normal parce que les plantes-banques ont été opérantes à partir de la semaine 21, donc on a un délai qui est largement supérieur à 4 semaines, et donc les plantes-banques ont pu agir pour réguler les populations de pucerons sur cette période-là, et donc on a évité d'avoir des pics de population secondaires et tertiaires. Sauf que lorsqu'on regarde les prédateurs qui sont présents sur les plantes-banques, et en l'occurrence la févrole, on a constaté que c'était des coccinelles. Donc on était très contents, sauf que lorsqu'on regarde les prédateurs qui se trouvent sur la laitue, en fait il s'agit de cirfes. À 98%, 98% des prédateurs qui se trouvent sur les laitues sont des cirfes. Donc en fait on n'a pas de compatibilité entre ce qui se passe sur les plantes-banques et ce qui se passe dans la laitue. Et donc on a considéré ici que les plantes-banques étaient inopérantes. Et ce n'est pas grâce aux plantes-banques que l'on a eu une régulation ici. Par contre, on constate que la régulation ici intervient à partir de la semaine 25, c'est-à-dire un moment où les températures commencent à être chaudes, puisqu'on arrive vers le mois de juin, et c'est le moment où la coriandre commence à fleurir. Et la coriandre est très attractive pour les cirfes. Donc on pense qu'ici, c'est surtout les plantes ressources qui ont eu un rôle dans les processus de régulation. Et enfin, pour ce qui concerne les fraises, donc là on a travaillé à la fois sur les populations de thrips et celles de pucerons. Vous avez ici 3 graphiques. Ici en haut à gauche, c'est un graphique qui représente la cinétique l'évolution de la sévérité des dégâts sur fraisiers dans les parcelles aménagées. Ici à droite, c'est l'évolution de la sévérité des dégâts occasionnés par les pucerons dans la parcelle témoin. Donc plus c'est vert, moins il y a de pucerons, plus c'est rouge, plus il y a de pucerons. Et ici, vous avez l'évolution du niveau d'infestation sur la plante-banque qui était ici le seigle. Et la courbe noire que vous voyez ici, c'est la cinétique des populations de prédateurs. Donc on constate en fait qu'il y a très peu de pucerons dans les parcelles aménagées, très peu de pucerons dans la parcelle témoin. On a eu énormément de pucerons sur le seigle et on a eu une arrivée des populations de pucerons sur le seigle en semaine 18 avec une arrivée des populations de pucerons sur les fraisiers en semaine 23. Donc on a bien atteint ici notre objectif de précocité. On avait l'observation des premiers pucerons sur la plante-banque 5 semaines avant d'observer les pucerons sur les fraisiers. Donc ces résultats suggèrent que la stratégie mise en œuvre a permis de réguler les populations de pucerons sur fraisiers. Sauf que nous n'avons pas de différence entre la parcelle aménagée et témoin. Là, le problème, c'est que les 2 parcelles étaient vraiment côte à côte et il est possible en fait que le témoin se soit comporté comme un aménagé avec un seigle qui serait susceptible d'agir sur une distance relativement large. Et enfin, pour finir, vous avez ici ce qui s'est passé pour les thrips en culture de fraises. Alors là, c'est des exemples. Là, c'est ce qui s'est passé en 2020, mais les 3 années d'essai étaient plus ou moins similaires. Vous avez un nombre moyen d'individus par plante qui commence à augmenter à partir de la semaine 17 sur les fraisiers. Et sur les plantes-banques, nous avons des pucerons qui sont apparus uniquement en semaine 21, avec un pic de prédateurs sur les plantes-banques également en semaine 21. Donc on n'a pas réussi en culture de fraises à réguler les populations de thrips, tout simplement parce que les plantes-banques ont été opérantes beaucoup trop tard. Au niveau du transfert et de la valorisation des résultats, un des principaux résultats de ce projet qui est transférable, c'est l'identification de plantes de services d'intérêt. On a aujourd'hui une liste de plantes ressources et de plantes banques que l'on pourrait conseiller aux producteurs. Le choix de ces plantes de service varie d'une culture à l'autre. En culture d'aubergine, par exemple, on évitera des plantes comme l'amimajus ou la tanésie alors qu'on va pouvoir les conseiller en culture de laitue. Pourquoi ? Parce que l'amimajus va attirer le puceron Apis fabae, qui est le puceron noir de la fève, et qui peut infester très rapidement l'aubergine. La tanésie, elle, peut héberger des punaises phytophages, ce qui n'est pas problématique pour les cultures de laitue. Donc on a une liste ici qu'on peut d'ores et déjà, et c'est déjà le cas, en fait, les producteurs les mettent en place chez eux dès aujourd'hui. On a également des conditions d'efficacité qui sont un peu plus claires aujourd'hui.
parmi lesquels la température. La température a évidemment un effet sur la croissance des plantes ressources, sur l'arrivée des proies de substitution sur les plantes banques et sur l'activité des prédateurs. On sait qu'il faut des aménagements pérennes. On a beaucoup plus d'efficacité que lorsqu'ils sont mis de façon annuelle. Et puis, 3 gros critères qui nous paraissent très importants pour l'efficacité des stratégies mises en place. C'est la fameuse nutrition azotée. Est-ce qu'il faut éviter les excès? C'est une question qu'on voudrait travailler à l'avenir pour améliorer l'efficacité des stratégies mises en œuvre. C'est également ce fameux délai entre l'arrivée des proies de substitution sur les plantes banques et l'arrivée des pucerons sur la plante cultivée qui, a priori, d'après nos résultats, devrait être au minimum de 4 mois avant la plantation. Et puis, condition d'efficacité supplémentaire, c'est l'adéquation entre la proie et son prédateur. On a vu qu'en culture d'aubergine, en fait, c'est plutôt les coccinelles qui vont assurer la régulation, alors qu'en culture de laitue, c'est beaucoup plus les cirfes. Donc, en fonction du pathosystème considéré, on ne va pas vouloir attirer les mêmes prédateurs. Donc, une question qui a été générée par le projet et qu'on nous pose beaucoup maintenant, c'est quel agencement spatial des plantes de service, quelle densité des plantes de service, quelle surface de mon système de production je dois consacrer aux plantes de service. On a également élaboré un indice de réussite, c'est ce qui est représenté dans le graphique ici à gauche. Vous avez en abscisse l'indice de réussite et qui est mis en corrélation avec l'indice d'infestation qui est ici en ordonnée. Et on a une bonne corrélation entre cet indice de réussite et cet indice d'infestation. L'indice de réussite, il est calculé à partir d'un indice de précocité qui prend en compte le fait qu'on veut avoir de la précocité dans l'arrivée de nos proies de substitution et de nos prédateurs, et puis d'un indice de nutrition azotée. Et donc à partir de ces 2 indices, de cet indice de réussite, on a élaboré un ABAC ici qui permet de prévoir si on va avoir plutôt un échec de la stratégie ou plutôt un succès, en fonction de différents indicateurs que l'on mesure dans notre système de culture, et notamment l'indice de précocité et l'indice de nutrition azotée. Et cet ABAC ici, que l'on a élaboré à la fin du projet Réguleg, il n'est pas validé. Donc on a créé un projet CASDAR efficace dont on a déjà parlé, qui aura entre autres comme objectif de valider cet ABAC et d'y associer des règles de décision qui permettront aux producteurs, en fonction de différents indicateurs mesurés sur le terrain, de savoir comment réagir par rapport à une évolution de population de pucerons. Est-ce que la stratégie va être suffisamment robuste et efficace et donc je ne fais rien? Ou au contraire, est-ce que la stratégie est en train de lâcher, mes plantes de service ne sont pas fonctionnelles ni opérantes et à ce moment-là, il faut sortir le pulvé? Et les perspectives du projet, c'est travailler sur la notion de réponse fonctionnelle, c'est-à-dire le lien entre le nombre de proies proposées à un prédateur et le nombre de proies consommées effectivement. On fait l'hypothèse que cette réponse fonctionnelle va évoluer en fonction de la teneur en nitrate dans le feuillage des plantes. Il faudra travailler sur l'adéquation entre la proie et son prédateur ou la proie et le parasitoïde. On va travailler également sur les notions de régime alimentaire. Quelles sont les plantes dans l'environnement de la culture qui sont utilisées par les ravageurs et par leurs ennemis naturels comme ressources. Et puis enfin, on va aller vers l'élaboration de ce fameux ABAC et la validation de ce fameux ABAC dont j'ai parlé pour aller vers des conseils de pilotage des systèmes de culture qui mettent en œuvre des stratégies de lutte biologique par conservation telles que celles qu'on a étudiées dans le projet Réguleg. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup Sébastien. Du coup, on va reprendre... Du coup, la dernière intervention, donc c'est le projet ABCDB de Jean-Baptiste Thibord et Nathalie Robin d'Arvalis. Nathalie Robin qui est à distance normalement. Donc on va voir pour la... Nathalie, Oui, mais ça marche pas. Si. Ah. Bonjour à tous. Désolée de ne pas pouvoir être avec vous et
Mais bon, c'est à biodiversité. Là, cette fois-ci, vous allez avoir un petit film, du coup, puisque j'ai pas vraiment une bonne connexion, comme vous voyez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le projet ABCDB que je vous présente concerne la protection de grandes cultures contre des virus transmis par les pucerons Mais ça marche pas. à l'aide de 2 leviers, biocontrôle et variété. Ce projet est un projet transfilière porté par Avalis et plus précisément par Jean-Baptiste Thibord. Il a rassemblé différents partenaires de la recherche académique avec l'équipe FIM de l'INRAE à Montpellier, des instituts techniques, Arvalis, Terrinovia et ITB, ainsi que de nombreux organismes économiques. Il s'est déroulé de 2018 à 2021. Les 3 maladies virales ciblées par le projet sont la jaunisse nanisante de l'orge sur céréales à paille, la jaunisse du colza et la jaunisse modérée de la betterave. Ces maladies entraînent différents symptômes. Sur orge, on a du nanisme, des jaunissements et jusqu'à disparition de pieds. Sur blé, les symptômes sont plus ténus et plus tardifs. Sur colza, la maladie peut passer inaperçue, même être confondue avec des problèmes alimentaires, tandis que la jaunisse modérée de la betterave montre des foyers de plantes avec des feuilles jaunes. Ces maladies sont dues à différentes espèces virales. Pour les céréales à paille, les espèces virales en question sont celles du complexe BCYDV. Pour la jaunisse du colza, c'est l'espèce TUYV. Et la jaunisse modérée de la betterave est due à l'espèce virale BMYV. Ces virus sont transmis par des pucerons selon le mode persistant. Différentes espèces sur céréales, Rhopalocifum paddy, Cryptobion avene, entre autres. Tandis que sur colza et betterave, la même espèce est en cause, c'est l'espèce Mysus persicée. La nuisibilité de ces jaunisses est difficile à quantifier parce qu'elle est très variable selon les campagnes et l'exposition des parcelles, mais les essais institutionnels font état de pertes moyennes d'environ 30 quintaux sur orge, d'une vingtaine de quintaux sur blé, 2 à 3 quintaux sur colza en moyenne et jusqu'à 20% du rendement de la betterave. Ces différentes cultures étaient protégées par des néonicotinoïdes et avec un taux de surface important avant leur arrêt, environ 70% sur orge, 40% sur blé, 60% sur colza et la quasi-totalité des surfaces de betterave. Avec l'arrêt des NNI, les solutions qui restent disponibles au démarrage du projet sont l'application de pyrétrénoïdes sur les céréales à paille. Par contre, sur colza et betterave, Mysus persicée étant résistant aux pyrétrénoïdes et carbamates, il n'y avait pas de solution efficace disponible. Concernant le levier génétique, il y a quelques variétés d'orge tolérantes JNO au démarrage du projet et puis des variétés résistantes à la jaunisse du colza qui ont fait leur apparition et qui étaient à caractériser. Dans ce contexte, l'objectif du projet ABCD était d'évaluer de nouvelles solutions pour la protection contre ces jaunisses virales. Avec deux leviers, le levier génétique, il s'agissait d'identifier, de comparer différents idéotypes variétaux pour identifier d'éventuelles différences de sensibilité ou tolérance ou résistance. Concernant le deuxième levier, travailler les produits de biocontrôle pour étudier et identifier des produits permettant de lutter contre les pucerons ou de modifier leur comportement de façon à réduire les dégâts de ces jaunisses. Ces études se sont réalisées grâce à des travaux en conditions contrôlées et également des expérimentations au champ qui ont été réalisées par les différents partenaires. Concernant les principaux résultats, je démarre par le levier génétique. Sur blé tendre, les travaux ont porté sur une gamme de variétés inscrites, commercialisées, a priori toutes sensibles à la JNO, mais présentant des caractéristiques diverses de précocité et de composantes de rendement. Une quinzaine d'essais ont été réalisés au champ sous infestation naturelle et ils ont mis en évidence des différences importantes de sensibilité à JNO, pas seulement sur l'expression des symptômes, mais aussi et surtout sur la perte de rendement. Ces résultats sont illustrés sur la figure de droite avec les résultats de taux de perte de rendement pour 7 essais sur lesquels il a été observé des pertes significatives dues à la JNO. On peut observer des pertes de rendement qui vont de simple au double avec un niveau de 15% pour la variété qui a été le moins sensible et de 30% pour la variété la plus sensible.
Il y a bien sûr une certaine variabilité qui est observée au sein de chaque essai, mais les extrêmes sont le plus souvent très bien conservés. Des travaux ont également été réalisés en conditions contrôlées pour identifier les caractéristiques de ces types génétiques dans les différentes étapes du processus d'infection. Ces variétés ont été soumises à la présence de pucerons virilifères pour mesurer le taux de plantes infectées. Sur ce critère, toutes les variétés étant sensibles, les résultats ont été similaires pour les variétés étudiées. Par contre, il a été observé au bout de 20 jours après inoculation des différences significatives d'accumulation de particules virales. Et cela a pour conséquence des effets significatifs également sur le temps de latence. Le temps de latence, c'est le temps qu'il est nécessaire pour une plante, une fois inoculée, pour qu'elle devienne infectieuse à son tour. Donc des différences d'accumulation de particules virales, des différences de temps de latence ont un impact direct dans la dynamique d'expansion de la JNO dans les parcelles. Il avait également été observé des différences en termes de production de pucerons avec une descendance plus ou moins importante selon les types génétiques. Alors, bien évidemment, ces résultats sont mis en correspondance avec les résultats observés au champ, mais il est encore difficile d'avoir une relation tout à fait nette, puisqu'on a quand même des conditions un peu différentes. D'une part, des essais en conditions contrôlées qui sont sur des stades jeunes, avec une espèce de puceron Rhopalocifum padi et un isolat viral bien déterminé, et donc des conditions très différentes de ce qui se passe au champ. On a des dynamiques d'infestation très variables, avec des espèces de pucerons variées et puis potentiellement des espèces virales également différentes. Sur colza, les travaux ont porté sur la comparaison d'une variété résistante au TUYV à une variété sensible. Les principaux essais réalisés au champ avec des infestations naturelles ont montré une différence significative entre taux de plantes affectées pour les deux variétés, avec également une charge virale moyenne des plantes affectées significativement plus faible pour la variété résistante. C'est illustré sur la figure de droite. En conditions contrôlées, avec le pathosystème donc colza, Mysus persicé et un clone de Mysus et un isolat viral du TYV, il a été confirmé le statut de la résistance partielle. Les plantes soumises à des infestations de pucerons présentent des taux d'infection très différents suivant que le type génétique, et donc une réduction forte du taux d'infection pour la variété résistante, et également une augmentation de la durée de latence. Un autre résultat important de ces travaux, c'est la mise en évidence de l'impact de l'âge de la plante à l'inoculation sur ce phénomène de résistance. Elle est partielle quand les plantes sont inoculées au stade jeune, c'est-à-dire 2-4 feuilles. Par contre, elle est quasi totale quand l'inoculation est plus tardive. Sur les travaux sur ce pathosystème n'ont pas mis en évidence, par contre, de différence sur la production de descendance par les pucerons selon le support génétique des plantes, et donc pas d'interaction plante-vecteur. Concernant la betterave, les travaux ont porté sur des variétés commerciales et des hybrides en cours de sélection. Les essais ont été réalisés au champ avec des infestations naturelles, mais également avec des inoculations artificielles pour certains d'entre eux, avec des Mysus persicé qui étaient porteurs de l'espèce virale BMYV. En 2019, il a été observé une variabilité de réponse avec des expressions de la maladie plus ou moins marquées. Vous avez illustré sur la figure de droite. Et avec ces différences visuelles, il a été également observé des pertes de rendement inférieures pour les génotypes, les trois génotypes moins marqués. Les essais ont été poursuivis en 2020 avec de nouveaux génotypes. Il n'est donc pas possible de faire de synthèse, mais par contre, ces essais ont montré que l'intérêt de ce levier génétique avec la mise en évidence de ressources génétiques à exploiter. Concernant les travaux en conditions contrôlées sur le pathosystème, donc Mysus persicé, un clone et un isolat viral ITB2 de l'espèce MYV, il n'y a pas été mis en évidence de différence sur les principaux paramètres pour les génotypes qui étaient présents dans cette étude. Le deuxième axe travaillé concernait les produits de biocontrôle. Différents produits ont été évalués au champ, toujours sous conditions d'infestation naturelle. Alors, ces produits sont
l'huile de paraffine, des produits à base d'azadiractine, de maltodextrine, d'acides gras, d'huile essentielle d'orange douce, de saccharose, d'extrait d'ail, de soufre, d'argile kaolinite et également des champignons entomopathogènes. Donc, ils ont fait l'objet de plusieurs applications à une semaine d'intervalle, l'objectif étant d'atteindre généralement 4 applications, avec des doses fortes et un volume de bouillie important de 200 litres par hectare. Ils ont été comparés à un témoin non traité et à une référence insecticide. Quelques solutions ont démontré un intérêt technique et je vous présente les principaux résultats. Alors, sur céréales à paille, les essais ont été conduits sur orge. La figure à gauche représente les résultats en termes de rendement pour obtenir avec le témoin non traité les applications d'huile de paraffine et la référence pour 2 situations de GNO modérée et de GNO forte. Ce que l'on peut voir dans les 2 cas, c'est qu'on a observé un gain significatif de rendement avec les applications d'huile de paraffine. Par contre, ce gain, indépendamment de la pression, n'atteint que 50% de celui permis par la référence. Sur colza, la figure du milieu représente l'évolution des effectifs des pucerons par plante. Donc, sur un suivi en 2019, vous avez à gauche, tout à gauche, l'évolution pour le témoin non traité, ensuite la référence, et les meilleurs résultats qui sont obtenus, qui sont le plus proches de la référence, ce sont les résultats avec les apports d'azadiractine. Juste après, vous retrouvez l'huile de paraffine. Concernant l'azadiractine, donc des bons résultats sur colza, on a même observé sur un essai en 2020 des performances plus satisfaisantes que celles de la référence. Concernant la betterave, la figure de droite présente des notations visuelles de gravité de jaunisse, avec à gauche le témoin. Et vous voyez sur la droite les résultats obtenus avec l'huile de paraffine, l'azadiractine, la référence, et la meilleure performance a été obtenue pour cet essai réalisé en 2019 avec des champignons entomopathogènes. Ces produits, 2 produits ont fait l'objet de tests en laboratoire, l'huile de paraffine et l'azadiractine. Ces 2 modalités testées ont potentiellement des capacités à réduire la production de pucerons, de descendance donc par les pucerons, à entraîner une mortalité des pucerons, ou potentiellement impacter la transmission virale. Mais par contre, ce qu'il a pu être observé, c'est qu'il y a des variations significatives selon les espèces de pucerons concernées et l'espèce végétale. Les travaux de ce projet ont mis en évidence la pertinence d'investigations qui sont menées en parallèle au champ et en conditions contrôlées, et également sur les différentes filières, notamment pour identifier les effets des produits de biocontrôle avec des tests sur différentes espèces de pucerons ou quand il s'agit d'une même espèce de puceron à différentes périodes. Ensuite, ce que l'on peut dire également, c'est que l'étude de l'ensemble des éléments descriptifs en conditions contrôlées sur le processus infectieux permet de mettre en évidence des génotypes à comportement contrasté et donc de focaliser les travaux qui sont réalisés au champ, qui sont généralement assez plus lourds du moins parce qu'ils doivent être fortement répétés. Ce projet a fait l'objet de différentes communications scientifiques, articles de vulgarisation et participation à différentes journées techniques. En termes de perspective, un point important qui ressort de façon forte, c'est les espoirs sur le levier génétique et le fort engouement pour ce levier. On peut en prendre comme preuve les évolutions de la surface, du nombre de variétés tolérantes à la GNO qui est développée en orge et de la surface qui est concernée, même si on a pour l'instant que cette solution sur orge fourragère, puisque les orges avec le gène RYT2 ne permettent pas de répondre aux critères demandés par les malteurs brasseurs. En blé tendre, les projets ont mis en évidence différences de sensibilité. Ça paraît évident une fois que les résultats sont acquis, ce n'était pas le cas au début. Actuellement, il y a des variétés résistantes qui arrivent. Donc ces travaux sont à poursuivre. On a des projets concernant l'étude de la sensibilité variétale qui sont proposés mais non initiés à ce jour, faute de financement. Concernant le colza, la résistance partielle semble également constituer une solution actuelle pour tenter de gérer la jaunisse virale. Quant à la betterave, les travaux qui ont été initiés dans le projet sont maintenant multipliés dans le cadre du PNRI, qui comprend différents axes de recherche, y compris les variétés et solutions de biocontrôle.
Ces leviers, que ce soit sur céréales à paille, colza ou betterave, ont montré le besoin important de connaissance des virus, des jaunisses considérés, mais également le besoin de pouvoir détecter les autres infections, hein, le levier génétique étant vraiment spécifique. Ce besoin a initié différents projets, comme le projet ViroCap qui étudie le virome des céréales à paille, également pris en compte dans le cadre du PNRI. Enfin, concernant ce levier, il est évident qu'il est nécessaire d'étudier sa durabilité de façon à limiter au mieux le risque d'érosion. Concernant le levier biocontrôle, il y a eu beaucoup d'efforts réalisés, hein, quelques pistes identifiées, avec une efficacité plus ou moins limitée, mais une mise en œuvre compliquée. Donc à ce jour, il n'y a pas de solution autorisée de produits de biocontrôle pour les différentes filières. Par contre, il y a des dossiers qui ont avancé et des attentes. Les recherches sont poursuivies, hein, notamment au champ ou en serre dans le cadre du PNRI. Alors la question évidemment qui vient en suivant, c'est quel levier, enfin comment combiner ces leviers. Cette combinaison des leviers, c'est bien sûr une deuxième étape, à nécessiter l'identification et l'optimisation de chacun des leviers. Les enjeux techniques potentiellement prévisibles de cette combinaison sont a priori limités quand il y a un levier prédominant. Il faut bien avoir en tête qu'à ce jour, il n'y a pas de produit de biocontrôle homologué et que le levier génétique est plus ou moins avancé selon les filières. Il y a donc priorité à optimiser ce levier génétique pour après combiner tous les leviers afin de favoriser la durabilité des traits de tolérance ou de résistance. Quand on dit tous les leviers, ce n'est pas seulement les leviers génétique et biocontrôle, c'est également le levier agronomique. Pour finir, je voulais remercier différents partenaires qui ont participé à ce projet transfilière. Hein. Il y a eu des synergies bénéfiques pour l'acquisition et l'interprétation des résultats. Et donc, c'est une chance pour les travaux à venir qui reste encore à conduire. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nathalie. Donc là maintenant qu'on a entendu les 4 projets, on peut passer à une séquence de questions donc, sur un des 4. Donc soit effectivement en visio, enfin soit à distance, soit dans la salle si vous avez déjà des questions pour un des projets qui vient être présenté. Et Nathalie, je pense que vous êtes encore à distance pour répondre aux questions qui sont posées sur votre projet. Oui, moi j'avais 2 questions relatives au projet Réguleg, donc à Monsieur Picot. Donc la première, c'était, si j'ai bien compris, en fait, il y avait un point important sous-jacent dans le cadre conceptuel du projet, c'était le concept de seuil de nuisibilité économique. Et du coup, donc ça c'est un concept qui était utilisé il y a très très longtemps quand on a développé la lutte chimique. Donc je voulais savoir si ce concept avait été revisité ou c'était simplement la prise en compte de la nuisibilité escomptée et du coût du produit. Ça c'était une première question. Et la deuxième, c'était compte tenu des résultats super intéressants sur les dynamiques proie-prédateur, est-ce qu'il y avait des idées dans les perspectives de valoriser ces résultats et ces travaux via des travaux de modélisation qui pourraient constituer une base de sorte d'OAD pour aller un petit peu plus loin? Alors même si j'imagine qu'il y a plein de trous de connaissances encore, mais voilà. Alors, je vais commencer par la deuxième question, parce que ça va être rapide à répondre. Est-ce qu'il y a des travaux de modélisation envisagés? Non, pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas les compétences au CTIFL pour le moment. Et on n'a pas les compétences et on les aura pas. Mais par contre, l'idée est super intéressante. D'autant plus qu'il y a beaucoup de données qui ont été acquises dans le projet Réguleg et qui permettraient de faire ce travail. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les perspectives, mais ça pourrait être une perspective en utilisant le jeu de données Réguleg qui est énorme en fait.
Oui, parce que de l'autre côté, il y a des équipes entières qui s'acharnent à développer ce type d'approche de modélisation. Et je pense que ça serait vraiment bénéfique au moins qu'il y ait un contact pour voir dans quelle mesure ces résultats pourraient être valorisés sous cette forme, quoi. Oui, c'est une très bonne idée de valorisation, ça. Et c'est possible. Mais il faut, voilà, les compétences en modélisation qu'on n'a pas, c'est pour ça que je n'avais pas pensé à ça comme perspective. Alors, là, par rapport à la première question, oui, c'était par rapport au seuil de nuisibilité économique. En fait, le seuil de nuisibilité économique, il va varier en fonction des systèmes de commercialisation derrière et du type de producteur. Il y a certains producteurs de laitue, par exemple, qui me disent bah, moi, mon seuil de nuisibilité, c'est 30 individus par plante à tel stade. Et d'autres vont me dire oh là, c'est 2 grands maximum, voire aucun. Donc ça dépend des producteurs, en fait. Mais je pense que la référence à la chimie, c'était peut-être pas seuil de nuisibilité économique, ou alors j'ai pas bien compris, c'était plutôt lié au traitement sur seuil, c'est ça? Oui, en général, les règles de traitement sont définies à partir simplement du petit calcul entre la nuisibilité qu'on espère éviter par rapport au coût qu'on aura par rapport au traitement. Et ce type de manière de raisonnement, donc, qui date de plusieurs décennies, fait fi finalement des coûts cachés de l'utilisation des molécules. Et en fait, c'est une question de périmètre. Quels sont les acteurs qu'on inclut dans ce seuil de nuisibilité? Est-ce que c'est l'agriculteur tout seul ou c'est l'agriculteur plus la société qui est autour? Alors pour moi, c'est l'agriculteur plus son acheteur en fait. Et quand je parlais de seuil de nuisibilité dans la présentation, j'avais pas, enfin pour moi, c'était pas un seuil, c'était pour faire du traitement sur seuil, c'est-à-dire parce que justement, grâce à la BAC, on va éviter ce qui pour moi est un vrai écueil, c'est-à-dire je dis tiens, j'ai 6 pucerons par piège en moyenne, donc là je sors le pulvé. Parce qu'en fait, avec juste cet indicateur, on oublie tout le reste, on oublie l'action des prédateurs, l'action des parasitoïdes, on oublie le climat, on oublie l'effet de la fertilisation azotée, etc. Et là-bas, qu'il est intéressant parce que justement, là où un producteur dirait moi j'ai 6 pucerons par piège et là je vais traiter parce que de toute façon ça va être trop nuisible, la BAC nous permet de dire non, tu peux attendre parce que là il y a une armée de coccinelles qui est prête à agir et la semaine prochaine tu n'auras plus rien parce que tu as telle combinaison d'indicateurs qui sont tous au vert. Donc là c'est effrayant, mais ne traite pas, ça va marcher. Ou au contraire, le producteur est un peu cool, j'ai des plantes de service, je laisse tout fonctionner et en fait les plantes de service ne sont pas du tout opérantes. Ça se voit pas. Et là, la BAC dit attention, là, il faut sortir le pulvé parce que c'est pas parce que des plantes de service qu'elles sont vraiment fonctionnelles. Bon, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais... Non, je pense qu'il faut faire attention à l'heure aussi. Du coup, je propose de pas trop creuser, mais voilà, on pourra en rediscuter pendant la pause peut-être. Mais je ne voulais pas du tout parler de traitement sur seuil. C'était pas du tout en lien avec la chimie, en tout cas. Oui, non, c'était même sur la manière de définir ce seuil de nuisibilité, quoi. Et j'aurais peut-être dû parler d'acceptabilité à la limite. D'accord. C'est plutôt dans ce sens-là. Ok. Donc, s'il y a d'autres, il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour le moment. Donc... Oui, j'ai une question pour le même projet en fait. Je ne tourne pas parce que j'ai mal au cou, mais en fait, je voulais savoir quelle était pour le cas des cultures de plein champ la surface qui était concernée par les plantes banques et les plantes ressources. Je pose la question parce que j'essaie d'imaginer ce que donnerait le transfert d'une stratégie analogue pour la betterave. Et je voulais savoir si finalement ce système de connexion en fait des proies et des prédateurs qui nécessitent donc des surfaces qui m'ont l'air d'être assez importantes, combien ça représente en fait pour qu'on ait un peu une idée des surfaces qu'il faudrait consacrer pour pouvoir développer un système pareil dans d'autres cultures? Oui, donc ça c'est une question qui revient souvent à mes oreilles après le projet. Donc ça fait partie des questions générées que j'ai évoquées tout à l'heure. En fait, sous tunnel, on était à 20% de la surface, donc c'est énorme, parce qu'en plus on a retiré une planche d'aubergine pour mettre à la place des plantes de service. Donc on avait 20% de perte de rendement d'emblée. En culture de plein champ, en laitue, on a mis les plantes ressources, donc les plantes fleuries, dans les allées sur le côté. Donc là, on n'a pas perdu d'espace productif. Et les plantes banques qui étaient à l'intérieur, c'était des patchs de 1 mètre carré.
Et en fait, là, la difficulté, elle n'était pas liée à la perte de production parce qu'il y avait peut-être 10 patchs sur une surface de 1200 mètres carrés. Donc, ce n'était pas si énorme que ça. Par contre, c'était difficile au niveau de l'exploitation pour gérer ces patchs qui étaient mélangés avec la laitue. Après, il faut savoir que nous, on s'est mis dans les conditions qui maximisaient les chances de réussite. On était vraiment en station expérimentale. On a fait ce choix délibérément de sacrifier 20% de la production sous abri, de mettre 10 patchs dans la culture de laitue en plein champ, parce qu'on s'est dit, si ça ne marche pas dans ces conditions-là, ça ne marchera jamais, ça ne sert à rien d'aller plus loin. On avait des partenaires de chambres d'agriculture que j'ai évoqués au début, qui eux ont mis les mêmes stratégies en place chez eux, mais ils avaient d'emblée cet objectif de pas de perte de production à cause des plantes de service, et eux, ils étaient plutôt à 5% de la surface de production, et ils n'avaient même pas mis les plantes de service à la place d'aubergines ou de laitue. C'était plutôt sur les côtés, voilà, ils avaient utilisé les espaces non productifs, les espaces un peu perdus. Donc moi, j'ai pas de réponse aujourd'hui à la question, je dois sacrifier combien de pourcentage de la surface au plan de service. Ça fera l'objet du projet efficace aussi, c'est une des questions du projet efficace qui suit. Merci beaucoup pour vos questions. Comme on va pas trop prendre de retard, on va juste faire une petite pause café de 5-10 minutes et après on pourra reprendre la table ronde. Voilà. Donc merci à vous et oui, on va faire 5 minutes le temps de prendre un café. Merci beaucoup.